Bonsoir à tous, on est très ravis de vous recevoir au Festival Atmosphère pour cette projection de l'Abbé Pierre, une vie de combat. Donc j'ai la chance avec moi ce soir d'avoir 4 invités. Frédéric Tellier, que j'invite à me rejoindre. Le réalisateur. Hello tout le monde. Olivier Gors, le scénariste. Benjamin Laverne, l'acteur principal du film. Bonsoir. Et pour finir, Antoine Sueur, le président d'Emmaüs France. Bienvenue à tous les 4. Merci. T'as la pression un peu quand même. Pas facile d'attaquer. Un peu, mais ça va. On a mangé une pizza ensemble, donc ça va. Très très bonne. Mais ne sortez pas maintenant pour manger de la pizza. Attendez la fin du film. Alors peut-être pour commencer, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de comment est venue l'histoire du film? Comment tu as eu cette idée ratée? Alors comment est venue l'idée Comment elle est venue, Olivier, puisqu'on a écrit le film ensemble? À l'origine, je crois que tu avais déjà partagé cette idée avec la production, en fait. Mais oui, alors faire un film sur l'abbé Pierre, ça paraît une bonne idée comme ça. Mais nous, quand on s'est rencontrés tous les deux, pour l'écrire, c'est pas si simple, en fait. Parce que d'abord, c'est une légende un peu écrasante. Et ça fait pas forcément du grand cinéma, en fait, d'être écrasé par quelqu'un qui serait inattaquable. Donc il a fallu qu'on réfléchisse beaucoup tous les deux sur comment s'autoriser à penser à notre abbé, comment s'autoriser à avoir des ambitions de cinéma à travers ce parcours, et avec le piège un peu de ce qu'on appelle les biopics, des biographies. C'est-à-dire que très souvent, dans les biographies, on parle du point d'arrivée, c'est-à-dire de la célébrité, de la notoriété, etc. Mais comme si c'était couru d'avance. Et nous, en fait, justement, ce qu'on a découvert dans la vie de l'abbé, c'est qu'il y a eu énormément d'aléatoires, énormément de moments où il aurait pu chuter, se planter, renoncer. Il avait des ambitions, presque de devenir un saint au début, et puis petit à petit, il a trouvé son chemin au milieu des hommes. Et c'est tout. Et puis une rencontre avec une femme aussi que vous allez découvrir, qui est magnifiquement interprétée par Emmanuel Berco, qui est très importante et sans lequel, sans doute, il n'y aurait pas eu d'Abbé Pierre. Et comment, vous, personnellement, vous en êtes venu à avoir cette idée, en fait, de rencontrer l'abbé Pierre? D'où c'est né en vous? Alors, Olivier, le gars qui répond à aucune question. C'est toujours. Alors, Olivier. Il était déjà mort. Hein, laissez-le tranquille, il ne veut pas parler ce soir. Laissez-le. Bon, comment c'est venu, moi? Parce que c'est vrai qu'Olivier, on s'est... J'ai pas du tout répondu à ta question, c'est ça, en fait? Je sais plus, c'est une digression, c'est fini. Je ne sais plus moi-même ma question. Non, moi, c'est venu d'abord d'une grande admiration pour l'abbé, d'une rencontre avec la Fondation Abbé Pierre, et d'un début d'idée, mais qui était très embryonnaire, très fragile encore. Et puis des étapes qui ont suivi très rapidement: admiration pour l'abbé, fascination de ce qu'il a accompli, d'autant plus grande fascination qu'on est un peu en train de l'oublier. Par exemple, on se souvient tous au moins d'une chose, c'est l'appel de 54. J'étais née, évidemment. Ça va pas être facile, cette présentation de film. Super chirurgien esthétique. Le chirurgien est impeccable, bravo. Non, mais tu connaissais l'appel de 54 quand même. Je suis pas sûre d'en avoir beaucoup entendu parler. Bon. Donc, à part notre modératrice, tout le monde se rappelle en gros de l'appel de 54. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était une motivation, ou qui n'ont pas connu, une motivation supplémentaire pour faire le film. Mais surtout, tu vas découvrir dans le film que tu vas regarder qu'après l'appel de 54, il y a eu l'insurrection de la bonté.
Et je ne sais pas si dans l'histoire du monde, finalement, il y a eu un plus beau moment que l'insurrection de la bonté en France, que la planète entière connaît, à part toi évidemment, mais qui a été un soulèvement populaire incroyable, parce qu'après l'appel de 54, en fait, le peuple français est sorti dans la rue. Antoine me corrigera si je déconne un peu, mais c'est quand même un mouvement Je surveille. d'une ampleur incroyable, parce que toutes les Françaises, toutes les Français, suite à l'appel de l'abbé, qu'il a écrit d'ailleurs ici à Courbevoie, je vous raconterai la petite histoire de Courbevoie après, il a fait son appel, tout le peuple est descendu dans la rue pour donner, pour aider les plus malheureux. Ça n'a existé que chez nous en France, et le monde entier connaît cette histoire. Donc grande fascination pour un homme qui a changé le monde, quand même. Par ailleurs, un petit bonhomme totalement inadapté au monde, parce qu'il souffrait énormément de la cruauté du monde. Il a réussi à changer, à faire voter des lois, à faire plein de choses, et surtout à changer notre façon de penser le monde, en fait. Donc voilà, il y a eu un peu tout ça. Et puis surtout, quand on a commencé à travailler avec Olivier Egors, que vous avez devant vous ici ce soir, qui est un de nos plus grands scénaristes de cinéma. Non, mais Que tu connaissais. Que tu connaissais, évidemment. Bien sûr. Non, mais Olivier, il a écrit La loi du marché, il a écrit En guerre, il a écrit Chocolat, il a écrit Omar m'a tué. D'autres films avant 1954 encore, mais C'est un... c'est vachement bien pourtant. Pierre Freinet. C'est un grand scénariste. Quand on s'est retrouvés, quand même, je l'avais déjà beaucoup dragué avant, il voulait pas venir travailler avec moi. Puis là, l'abbé Pierre, quand même, il s'est dit, je le fais pas pour lui, je le fais pour l'abbé, j'imagine. Quand il est arrivé, on s'est dit que ce qu'il vous disait, comment raconter l'histoire. Et donc, on a vraiment gratté sur la vie de l'abbé. Et c'est en découvrant sa vie intime que ça nous a vraiment donné envie de raconter l'histoire, au-delà de la légitimité de parler à nouveau de l'abbé et de rafraîchir les consciences, les mémoires, et pourquoi pas de mettre un petit coup de pied aux fesses à nous tous. Mais on a découvert une vie totalement inconnue, en fait. On a découvert cette femme que vous allez vous-même découvrir ce soir, Lucie Coutaz. On a découvert les paradoxes incroyables de cet homme, comme je disais, à la fois très fragile et à la fois en béton armé, à la fois tendre et délicat, et à la fois impétueux et pas toujours délicat, parfois jaloux. On a découvert plein d'ambiguïtés qui nous ont, et puis plein de moments de sa vie qu'on ne connaissait pas du tout. Il a été résistant, député, enfin des choses beaucoup moins connues. Et à l'arrivée, on avait une vie entre les mains qui, même si ça n'avait pas été l'abbé, était déjà une vie incroyable qu'on n'aurait même pas... On s'est souvent dit avec Olivier, on a souvent dit, si on avait écrit cette vie de manière fictive, on nous aurait dit, mais non les gars, pas cru. C'est pas possible, ça marche pas dans la vraie vie ça. Et là, en plus, c'était l'abbé, donc on a commencé en fait à tricoter. C'était notre idée de dévoiler à travers les grands faits de notre histoire, à travers son regard à lui, comment le petit homme derrière ça, comment sa mécanique s'est mise en place pour accomplir cette grande action de toute sa vie, quoi. Antoine Tueur, vous qui l'avez connu, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec lui? Vous êtes un peu la mémoire de cet homme ce soir. C'est un peu prétentieux de dire que je suis la mémoire. Je pourrais me vanter d'avoir entendu l'appel de 54, puisque je suis né en 53, et que mes parents écoutaient indéfiniment Radio Luxembourg. Donc forcément, je l'ai entendu, mais je m'en souviens pas. Non, moi, c'était plus tardif. C'est parce que, pour des raisons personnelles, je ne vais pas raconter ici, ça fait partie de l'aventure de ma vie, mais j'ai dû me réfugier pour des choses militaires dans une communauté Emmaüs, puisque j'étais réfractaire à un certain nombre de... Voilà, je suis un pacifiste un peu convaincu, et c'est comme ça que j'ai connu Emmaüs, où j'ai passé mes premières années comme compagnon pendant 2 années, puis après j'ai fait plein de choses, et là je l'ai recroisé, parce qu'évidemment, il passait à l'époque dans les communautés, alors ce petit bout de bonhomme de rien du tout, sous son béret, une canne. Donc, il faut que je vous dise exactement quel était le sens de cette canne. Vous croyez que c'était pour marcher? Pas du tout. C'est parce que les premières communautés où il s'improvisait un peu leader étaient quand même traversées de beaucoup de violence. C'était sa seule façon de faire un geste pour se parer cette violence. Et cette canne est devenue emblématique.
Il s'en est vendu beaucoup en France parce qu'à chaque fois, les compagnons disaient aux personnes qui venaient acheter « Il est passé la semaine dernière, il a oublié sa canne, mais c'est sa canne ». Il y en a comme ça 50 ou 100 en France de cannes de l'Abbé Pierre. Donc sachez que si vous en êtes détenteur familialement, elle est peut-être qu'à moitié authentique. Il n'oubliait pas sa canne. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'Abbé Pierre, après, on a eu l'occasion de collaborer pour d'autres sujets, notamment sur les questions de sida, où il avait pris des positions un peu originales, qui n'étaient pas celles de l'Église officielle. Il m'a envoyé faire des missions en Afrique, donc on a beaucoup collaboré dans des régions comme ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique, qui n'a rien de démocratique, mais tout de même ça s'appelle le Congo, le Burundi, pays très très agité, on a essayé de monter des choses, donc c'est comme ça que je l'ai croisé régulièrement, et puis après on a habité la même ville du 94, donc ça nous donne l'occasion d'aller voir de temps en temps. Voilà. Et vous, Benjamin, vous êtes devenu un peu lui, finalement. Est-ce que vous attendiez un jour à jouer ce personnage? Alors non, je ne l'ai pas vu venir. L'Abbé Pierre, j'étais un peu... j'ai un peu tombé de ma chaise quand j'ai reçu ce scénario et je me suis dit, ah dis donc, oui, et pourquoi pas, après tout. Mais j'étais très curieux parce que je sentais que je connaissais peu de choses de l'homme derrière l'icône et le personnage médiatique. Et une fois la surprise passée, j'avais surtout très très envie de lire le scénario. Et ça a été la porte d'entrée sur une nouvelle connaissance de ce monsieur. Et j'étais effaré qu'il n'y ait pas eu de film sur sa vie, je veux dire sur l'épopée et la fresque de sa vie, parce qu'il a une vie très romanesque, à rebondissement, à chapitres, feuilletonnante. Et j'étais émerveillé par le destin qu'il a eu, cette vocation, cette mission qu'il reçoit, en tout cas qu'il interprète quand il est préadolescent et dont il tire le fil comme ça et il se dit allez j'y vais. Donc j'ai été très, très ému, vite, j'ai très séduit par le personnage, par sa sensibilité, son ambivalence, sa complexité, ce mélange d'immense sensibilité et de détermination et de fragilité et de puissance et de force inouïe. Et j'y ai vu un personnage très séduisant et puis surtout aussi un grand orateur. Et comme moi je suis comédien et que la question, la parole m'intéresse, et là il y avait des morceaux de bravoure extraordinaires avec des grandes conférences, des grands discours dont vous allez voir des parties dans le film. Ça m'a sauté au visage et c'est surtout que le fond, les valeurs et à quel point les mots de l'Abbé Pierre résonnaient aujourd'hui très très fort pour moi. Je me suis dit, quel honneur, quelle responsabilité aussi, mais quel honneur et quelle fierté j'aurais aussi dans un film de Frédéric, parce que c'est ça, hein, le cinéma... c'est qui tout double, surtout pour des personnages comme ça. Le genre du biopic, il est casse-gueule. Donc si on n'est pas en confiance, moi je sais que j'y serais pas du tout allé, en me disant non, c'est un peu... on ne touche pas à l'Abbé Pierre comme ça. Il faut vraiment... j'aime le cinéma de Frédéric, donc j'avais un petit rôle dans son premier film qui s'appelle L'affaire SK1, sur Guy Georges, un peu moins sympa. Et donc j'étais rassuré déjà du metteur en scène et puis j'ai aimé le scénario parce que faut pouvoir raconter, avoir un point de vue et puis raconter un personnage en 2 heures et quart. Raconter une vie entière en 2 heures et quart, c'est une sacrée gageure, c'est un pari. Donc j'ai vu l'aventure de tournage inouïe que ça allait être. Alors, je l'ai deviné, je me suis dit là je vais jouer de 25 à 94 ans, un homme qui a existé, que j'admirais et puis là que j'admire encore plus. Et je vais aussi jouer ses travers, ses défauts, toute sa complexité, et avec beaucoup de costumes, des décors insensés. Donc il y avait l'adolescent fou de cinéma, celui qui rêvait d'être acteur, qui s'est réveillé en disant là, mais ça c'est un projet, ça passe une fois dans une vie. Et en plus, je vais pouvoir défendre des valeurs. C'est un film forcément qui n'a pas le même sens que d'autres. C'est un film engagé, c'est un film qui a une dimension politique, qui n'est pas donneur de leçons, qui n'est pas militant, et enfin en tout cas, qui l'est aussi, mais qui n'est pas
qui est libre, et puis qui est un témoignage, surtout d'une aventure, d'une épopée extraordinaire qui a eu lieu. Et donc, j'avais en tout cas conscience, et j'en terminerai là, j'avais conscience que le film allait ne pas s'arrêter à la projection, en tout cas que j'avais la chance d'être un peu un rouage de quelque chose qui dépasse le cinéma et qui est de crier le message de l'abbé Pierre aujourd'hui, et que ça allait avoir du sens pour les gens, je l'espère, en sortant du cinéma après. C'est pas juste voilà, un divertissement, mais ça a du sens. Bravo. Effectivement, le film, il sort dans un contexte particulier. Il y a une pauvreté en France et partout dans le monde qui est assez terrible. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Antoine Sueur, du travail d'Emmaüs aujourd'hui dans ces conditions? Oui, bien sûr, on pourra en parler, mais je pense que ce sera plus intéressant que vous passiez par le film avant. Ça inspirera une certaine façon de voir les choses. Je crois que l'un des drames de notre époque, c'est la misère, on l'a toujours eue, et sans être fataliste, on doit bien voir qu'elle va durer, il y aura toujours des gens exclus, surtout dans une société comme la nôtre qui est de plus en plus tournée vers la performance, vers la réussite, la concurrence, etc., etc. Ce qui est le drame de notre époque, c'est surtout l'absence de sens d'inégalité. Et ça, c'est dramatique parce que autour de la moindre question, je pense par exemple l'une des réalités qui traversent notre société actuellement, c'est par exemple l'informatique, la culture numérique. Eh bien, même une chose comme ça crée des injustices profondes. Mais on peut aller, évidemment, il y a la santé, il y a l'économie, il y a le travail, il y a l'enfance, il y a mille choses qui créent cette misère aux formes plus variables les unes que les autres et qui, lorsqu'on pense avoir réglé d'un côté, ressurgit de l'autre. Cette misère, en plus, elle n'est pas que nationale. Et ça, c'était un des grands combats de l'abbé Pierre. L'instance suprême d'Emmaüs, si on peut appeler ça comme ça, c'est Emmaüs International. C'est-à-dire que dès le début, après la guerre, il a senti que ce monde où on s'était foutu sur la gueule, enfin, je dis, on n'y était pas, mais on participe de cette histoire, elle avait besoin d'un grand changement. Ce grand changement, il fait que le monde entier s'était fracassé avec tous les drames que vous savez et qu'on a le bonheur de répéter actuellement. On le voit, il suffit de regarder l'actualité. Elle devait changer notamment par la jeunesse, c'est-à-dire que les nouvelles générations devaient se rendre compte de tout ce qui était dramatique, tout ce qui était tragique, qui faisait que les hommes n'étaient pas reconnus dans leur dignité. Quand je dis les hommes, bien sûr les femmes, les enfants et tout. Et je pense que c'était ça le combat de l'abbé Pierre. Quelqu'un avait défini, un de mes amis avait défini Emmaüs en disant « Emmaüs, c'est d'abord la conscience indignée ». Je crois que c'est ça la force de l'abbé Pierre, c'est-à-dire à la fois poser la question de la dignité de tous et puis d'en avoir conscience. Et lui, lorsqu'il voulait dans son action faire quelque chose, il disait « Devant toute misère humaine, emploie-toi non seulement à en régler les conséquences, mais attaquer les causes, et emploie-toi en même temps à en attaquer les causes tout en soulageant les conséquences. C'est-à-dire que je pense que la misère aujourd'hui, on prend ce mot-là qui est pas fort, on parle beaucoup plus de pauvreté et d'exclusion, c'est ce phénomène d'une grande inégalité des hommes qui ne trouvent pas leur dignité. Ça va depuis les migrants qui traversent dans les conditions que vous savez, non seulement la Méditerranée, mais il y a aussi tout le couloir qui passe par l'Europe centrale. Ça va aussi les gens qui sont abandonnés dans leur coin parce que il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de moyens de déplacement, il n'y a pas de couverture numérique, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de lien. Le lien social s'est délité, les gens s'en vont. C'est parce que des gens sont profondément endettés et que même d'autres arrivent à faire de l'argent là-dessus, des organismes, etc. C'est tous je ne vais pas vous en faire le catalogue, vous allez déprimer avant la fin. Donc, je veux dire, je pense qu'aussi l'abbé Pierre, il nous a dit aussi que on pouvait se battre et qu'il y a de l'espoir, mais il faut s'y mettre et maintenant. Je n'irai pas plus loin. Merci. Et peut-être pour finir, une dernière question à vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'enfance de l'abbé Pierre? Parce que le film ne l'aborde pas du tout. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir une idée de qui il était quand il était plus jeune, avant ses 25 ans. Alors c'est à moi que revient cette tâche, alors Antoine doit bien mieux la connaître que nous. Juste une petite précision cinématographique. En fait, on en parle un peu dans le film, quand même. Mais avant qu'Antoine vous donne toutes ces précisions, nous,
nous, comme je vous ai raconté, quand on a découvert la vie de l'abbé, déjà ça a été le positionnement du film. Ce qu'on a eu envie de faire, ce qui a fait très peur aux producteurs au début, c'est de dire on va raconter la vie de l'abbé, mais toute sa vie. Pas un petit épisode, pas un moment, pas une figure totémique de ce qu'il a vécu, mais toute sa vie. Mais on a commencé à une première bascule, à part ce qu'Antoine va vous raconter, qui est en gros quand on a souvent eu une idée d'un super-héros et on s'est dit finalement, étrangement, quand il est rentré au couvent, puisqu'il a décidé de se former, il était chez les jésuites avant, Antoine va vous préciser tout ça, mais il a basculé pour rentrer dans l'ordre le plus terrible, le plus rigoureux, qui sont les capucins, 8 ans de noviciat. Vous allez voir qu'ils s'est fait virer au bout de 7 ans, trop bête. Mais nous, on a pris ça comme une formation. On se disait, mais comment, pourquoi, est-ce que vous allez voir, on a réfléchi à ça. Et on s'est dit, de manière plus ou moins consciente, il se formait en fait. Il se formait à l'âpreté de la vie, il cherchait des raisons de connaître le dur. Ça a été une grande pauvreté intellectuelle pour lui. Lui qui venait d'une famille d'érudits, de gens cultivés, il a passé 7 ans chez les Capucins, où sont les gens vraiment des gens malheureux. Les Capucins, c'est l'ordre le plus simple qui existe. Donc il a passé 7 ans et donc on a compris que très vite pour lui c'était important. Il sort de ça, c'est la mobilisation, c'est la guerre. Voilà, en fait, c'est les fondations de l'abbé Pierre, quoi. Il s'est heurté au monde. Donc, on a décidé de commencer le film. Nous, vous allez voir, je ne vous dévoile pas tout, mais en gros, au moment des Capucins, parce que ça a été la première grosse bascule de sa vie, en fait. Ça a été le premier moment où son âme a été autonome, indépendante, et où il s'est dit, voilà ce que je veux faire, contre le conditionnement, le formatage plus ou moins bienveillant des familles, bienveillant dans son cas, mais bon, il faut réécouter tous les Pink Floyd pour vraiment parler du conditionnement des âmes, mais voilà, on a eu cette impression, nous, plus le fait que faire un film de 2h15 sur une icône qui a vécu 94 ans, c'est forcément des choix radicaux et des trahisons terribles par moments. Mais l'idée, c'était d'évoquer émotionnellement tout ce qu'il a vécu et surtout les grands moments. Vous allez voir qu'il a fait des demi-tours incroyables dans sa vie. Ça a été le premier virage important de sa vie. Antoine, vous avez 2-3 Oui, je ne vais pas tout raconter, parce que là, ça pourrait être long, mais en plus, je ne sais pas tout. Mais peut-être que de donner quelques points de repère sur son enfance. D'abord, ça n'était pas du tout un fils de pauvre, au contraire. Sa famille, son père, était un grand industriel, enfin dans l'industrie textile de la région lyonnaise. Donc il a mené plutôt une enfance de grand bourgeois, catholique, mais catholique déjà un peu social. Il racontait toujours que là où il a découvert la pauvreté, c'est quand son père, tout grand dirigeant d'entreprise qu'il était, l'emmène un week-end, un dimanche, dans un coin auprès d'une église, et puis il s'aperçoit que son père, tout d'un coup, est en bras de chemise avec une paire de ciseaux, etc., à essayer de tailler la barbe de quelques clochards qui étaient là, etc., de leur donner une allure un peu. Et il a toujours dit que sur un événement comme ça, il avait pris une grande leçon parce que ça l'avait touché, que son père, qui pour lui était beaucoup, enfin qui était une espèce de statue idéal, fasse des choses qui étaient quand même socialement très basses, très modestes. Il a aussi été scout et son surnom de scout, puisqu'ils avaient... Ah non, je le dis pas. Ah non, je le dis pas. Vous faites bien de me le rappeler. Si, on va l'oublier. Moi, je crois qu'on peut le dire. Bon, ben, allez, on vote. Qui veut l'entendre? Dis-le, ce ne sera pas de ma faute. À la main levée. Qui veut entendre son nom de scout? Ok. Qui ne veut pas l'entendre du tout? Ouais. Bon, ok. Donc tu peux y aller, Antoine. Seulement la moitié. Non, il s'appelait Castor méditatif, parce qu'il joignait ce côté très, très concret avec une espèce déjà de réflexion sur le monde. Il voulait, comme il l'a dit, je voulais être brigand, marin et missionnaire. Et puis bon, il a été choisi il s'est choisi une autre voie. Mais pour montrer un peu d'abord c'était quelqu'un de très bricoleur. Je vais vous raconter une histoire qu'un de ses cousins m'a raconté un jour. C'est qu'il y avait dans leur propriété un grand arbre et il était très agile par rapport à ses frères et ses sœurs qui étaient beaucoup plus. Et donc, un jour, ils le voient tous avec une espèce de pancarte, un marteau, une espèce de clou monté à l'arbre, aller jusqu'en haut.
Et il plante ça et il redescend et dit mais qu'est-ce que tu as mis là-haut? Eh bien montez pour voir si vous voulez. Alors j'ai quand même demandé qu'est-ce qui était marqué en haut. Il m'a dit c'est marqué fin de l'arbre. Donc il avait aussi beaucoup d'humour et ça n'est que bien longtemps après que quelqu'un s'est risqué de monter jusqu'à là-haut. En tout cas c'est dire que dès le début c'était à la fois un quêteur d'absolu et en même temps quelqu'un très très concret. Je pense que son surnom de scout était quand même, de ce point de vue-là, très significatif, puisque c'était à la fois quelqu'un qui avait une vision du monde, enfin une espèce d'ascétisme latent, comme il l'a montré quand il est rentré chez les Capucins, mais aussi après capable de se plonger dans l'hyperactivité qui lui a valu d'ailleurs de gros ennuis de santé, puisque en 58, on était obligé de l'arrêter, de l'interner, mais j'en dirai pas plus parce que ça doit être dans le film. Non, mais là, il va raconter tout le film. Et une petite précision par rapport, parce que moi j'ai lu aussi, et forcément en préparant le rôle, et que sur l'anecdote du père qui coupait et qui s'occupait vraiment des pauvres et des clochards tous les dimanches, en fait, apparemment. Et son père, ce qui l'a marqué, c'est que son père a pris un coup. Par un clochard et lui a dit, tu vois, comme il faut, enfin pas du courage, mais comme c'est dur d'aider les autres. Et à quel point c'est pas enfin c'est un trajet, c'est un chemin. Et c'est difficile en tout cas. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la jeunesse en fait. C'est là, non mais parce qu'en fait il y avait un risque il y a des scènes qui ont été écrites, mais il y avait un risque de scènes clés qui expliquerait tout, alors que c'était des moments très ambigus en fait. Parce que c'est aussi effrayant pour un enfant de voir son père comme ça au milieu de c'est dans les bas-fonds de Lyon en fait, quoi, avec des gens très alcoolisés, etc. Donc, mais par contre, toi, tu as été sur un de ces chemins de jeunesse, un de ces moments qui a été important aussi. Oui, dans la préparation du rôle, il y avait toute la partie lecture, apprentissage de qui il était, en fait, d'aller à sa rencontre, de me sentir à son contact, en ayant les points les plus importants de sa vie. Et puis, pour la dimension un peu spirituelle, j'ai pas été à la messe tous les dimanches. J'ai pas eu cette nécessité absolument d'aller prier, mais une manière de me concentrer et d'aller à sa rencontre, ça a été d'aller à Assise, puisqu'il a fait un voyage quand il avait 14 ans. Il a été au collège avec les jésuites, ils ont été à Rome. Et en revenant de Rome, il s'est arrêté à Assise, la ville de Saint-François d'Assise. Il faisait une insomnie et à 4h30 du matin, il raconte qu'il s'est levé, qu'il a marché en haut de la ville. Il s'est arrêté au niveau du couvent, c'est une abbaye peut-être, qui domine les plaines d'Ombrie. C'est vraiment un très 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 joli village à flanc de montagne. Et il raconte qu'il a vu le jour se lever et que les carillons des églises, alors je ne sais pas si c'était les vêpres, les matines, je ne sais pas pour quelle raison, beaucoup de clochers se sont mis à sonner à ce moment-là. Ou un incendie ? Oui, peut-être. Le premier mercredi du mois. Non. Et il y a eu un instant d'une beauté inouïe, et il raconte qu'il a connu à ce moment-là qu'il a eu une révélation, et que cet instant, et l'essentiel de sa vie s'est décidé à ce moment-là, comme une épiphanie, comme une révélation. Et il le raconte vraiment dans beaucoup de livres. Et il dit qu'il est revenu à Assise régulièrement toute sa vie pour embrasser la terre, et je pense aussi par admiration pour Saint François, qui était comme lui un bourgeois, et qui a fait de vœux de pauvreté, et qui a fait ce trajet, et il admirait énormément Saint François d'Assise. Et donc c'est vrai que je suis allé à Assise tout seul avec mes bouquins, mes petits carnets de notes, et je me suis levé à 5h du matin et je suis moi aussi allé en haut de la ville, et j'avais l'impression d'être dans ses pas, dans ses traces, parce que j'ai vécu ce moment. Il faisait beau, heureusement, et c'est vrai que c'était sublime, c'était très 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 beau, et il y avait vraiment une âme. Cette ville, elle est pleine de je ne sais pas quoi, pas de fantômes, mais d'ondes. Et c'était très précieux pour moi. Et j'étais dans un restaurant à un moment donné, à midi, et pour déjeuner, et je citais l'abbé Pierre avec un monsieur avec qui je parlais. Et la serveuse est venue vers moi. Ah merde, j'ai pas mon téléphone. Ah si. Allez. Et la serveuse m'a dit, ah, abbé Pierre, abbé Pierre. Et elle m'a amené le livre d'or du restaurant. Et il y avait un mot de l'abbé Pierre dans le livre d'or.
Je vais pas le retrouver, ça va être trop long. Mauvaise idée, Benjamin. Très mauvaise idée. Voilà, gênance. Je l'ai pas. Voilà. Ah, allez, j'y retourne. Mais parlez, vous, parlez. Parlez, racontez-vous des trucs. Non, mais c'est intéressant par rapport à ce que vous disiez. Moi, évidemment, nous, on l'a pas connu, mais par exemple, pour écrire un scénario avec Frédéric, il a fallu aussi qu'on s'autorise à... parce que c'est aussi, par exemple, un enfant très exalté, pas forcément qui était très entouré d'amis, etc. Il y a un grand ami qui s'appelle François, que vous allez découvrir dans le film, qui a un rôle très important tout au long de sa vie. Mais parce qu'il a été, moi par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'année de son bac, en fait, les résolutions de début d'année, il avait noté 1, avoir le bac, 2, devenir un saint. Donc c'est quand même un profil très particulier, c'est-à-dire c'est quand même des enfants. Il avait une vision, il avait et il aurait pu se casser la gueule dans cette vision, parce qu'il le rendait très particulier, très fragile, très sensible, très exalté, un peu différent. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça se construit et comment il reconnaît lui-même que en fait c'est les rencontres avec d'autres qui l'ont vraiment aidé à se construire. Je l'ai. On peut l'applaudir. Voilà. Ça commence comme ça. Cher Benjamin, quand tu trouveras ce mot, toi qui me joues dans le film de... Non, c'est pas vrai. Je suis sûr que tu seras formidable dans le rôle. Et que peut-être tu auras l'Oscar, comme Marion Cotillard pour Édith Piaf. Sois béni. Assise... J'étais quand même très ému quand j'ai trouvé ce livre d'or. Assise en été, quand j'avais 14 ans, le lieu où s'est décidé l'essentiel de ma vie. Merci au Seigneur, qu'il bénisse celles et ceux qui ont le privilège de vivre et travailler ici. Abbé Pierre, 1991. Voilà. Les pizzas sont super bonnes, prenez la napolitaine. Voilà. Merci à tous les 4 pour ce bel échange. Je vais laisser le mot de la fin à Frédéric Tellier et vous souhaiter ensuite une bonne projection à tous. Un petit mot de la fin très bref pour vous souhaiter une bonne séance, surtout un bon voyage avec l'abbé pendant presque ce siècle d'histoire. Mais surtout vous dire, là on est très joyeux parce qu'on est dans l'esprit Emmaüs en fait. L'esprit Emmaüs, nous on les a découverts, sont des grands rockers hein, quand même. Ce sont des combattants pour le bien, mais il y a un état d'esprit irrévérencieux, très, très rock chez eux qui nous a beaucoup animés pendant ces 5 ans de fabrication du film. Il n'en reste pas moins que vous allez être très ému, j'en suis persuadé en voyant le film, parce qu'on a fait beaucoup de projections. Vous allez passer de la rigolade à la boule dans la gorge. Mais parce que nous, quand on a fait ce film, on a aussi, tout en rigolant, avec beaucoup de compagnons, de vrais compagnons avec qui on a tourné, on s'est rempli de sang. On me demande souvent comment je suis sorti de ce film. Moi, je suis sorti plein, en fait. Plein d'Emmaüs. Plein de souvent, j'appelais Laurent Desmar, le président de la Fondation Abbé Pierre, qui a été le dernier secrétaire particulier de l'abbé. Souvent, je l'appelais quand on préparait le film. Je disais, oh Laurent, tu te rends compte, il s'est passé ça aujourd'hui. Il me disait, oui, mais vois aussi ce qui s'est passé de bien. Tous ces gens qui se mobilisent pour aider les pauvres, les malheureux. Cette grande phrase du mouvement Emmaüs, servir avant soi, qui est moins heureux que soi. Et surtout, moi on a eu l'impression avec Olivier de vraiment faire un film sur un petit bonhomme qui toute sa vie s'est battu pour que lui, mais surtout nous tous, on reste dans l'humanité. Ce petit mot, c'est pas la divinité, c'est pas l'animalité, c'est l'humanité, quoi. Qu'on reste tous des êtres humains. Ça nous a beaucoup, beaucoup animés. Je pense que ça va beaucoup vous remuer, comme ça nous a énormément remué nous tous. Et Benjamin, peut-être tu veux dire un dernier petit mot, toi qui... Non, merci d'être venu, merci d'être là, et je vous souhaite un très bon film, et je vous embrasse comme de loin. Voilà. Salut. Merci. Merci beaucoup.